Lorsque l'on étudie les textes, comme je l'ai montré dans le guerrier éternel, on peut définir à peu près deux archétypes du guerrier. Et donc la question que l'on peut se poser effectivement, c'est quel type de guerrier ou de guerrière êtes-vous? Alors, dans ma conception personnelle des choses, je pense que tout le monde est plus ou moins un guerrier sur cette terre, puisque les difficultés à surmonter ne manquent pas, que ce soit les problèmes personnels, la maladie, sans parler des combats éventuels physiques, bien évidemment. On est tous amenés finalement à développer des qualités de guerrier ou de guerrière. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement quel archétype je représente. Alors, comme toujours, tout n'est pas tout blanc ni tout noir, il y a toujours un curseur que l'on va déplacer, et donc je vous en propose deux aujourd'hui, que j'avais déterminé bien évidemment dans mon ouvrage. Le premier de ces curseurs, c'est effectivement le premier archétype du guerrier qui est la brute épaisse. Alors dans l'histoire, c'est évidemment Hercule, donc c'est le personnage avec une force hors norme et qui est tout autant incontrôlable, on va dire, il en fait qu'à sa tête. Donc ça, c'est le prototype du guerrier brutal. Dans ce registre, on a Thor également, qui peut rentrer dans cette catégorie. Et à l'autre bout du spectre, on a le guerrier qui va manifester, on va dire, une personnalité plus chevaleresque. Alors ça, c'est bien sûr Arjuna, dans la Bhagavad Gita. C'est évidemment tous les chevaliers quasiment que l'on retrouve dans la légende arthurienne, avec le roi en chef de file. Et donc, on a effectivement toujours un curseur qui se balade entre ces deux archétypes, donc entre l'archétype du guerrier purement brutal, ingérable, et l'archétype du guerrier chevaleresque. Alors les deux, on est bien évidemment des qualités, encore une fois, guerrières. C'est comme le courage. Le courage s'exprime de différentes façons, et on a un courage physique, moral, mais on a aussi la témérité, qui est à l'autre bout du spectre, on va dire, plus de l'inconscience. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, de pouvoir balader ces curseurs et de se dire dans quel registre je rentre. Évidemment, ça fluctue toujours au cours du temps. Moi-même, dans le cadre de mon activité de combattant, j'ai parfois, je l'avoue, viré du côté un peu brutal, même si la plupart du temps j'étais plus, on va dire, de l'autre côté, c'est-à-dire plus mesuré et en général plus à vouloir faire redescendre la pression plutôt que de la générer moi-même et puis de perdre un peu le contrôle. Mais bon, comme toujours, dans les sports de contact, eh bien voilà, ça fait partie du jeu, on se blesse et on blesse également. J'y ai laissé des fois quelques côtes, mais j'en ai enlevé aussi. Bref. Alors le deuxième curseur, il est intéressant parce que aujourd'hui, on a, lorsqu'on est dans le domaine un peu sportif et puis de la culture physique, on va avoir tendance à valoriser les gens qui viennent des milieux militaires et on va dire dans des services de haut niveau. Donc ça va être les forces spéciales, ça va être effectivement les mercenaires, etc., etc. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a une dimension physique liée aux capacités physiques et au savoir-faire, mais on occulte très souvent la dimension morale. Alors ça, c'est intéressant parce que le deuxième curseur que je vous propose, c'est celui-ci. C'est le curseur qui va du soldat au guerrier traditionnel. Alors je m'explique, le soldat, c'est quoi? On va mettre de côté des capacités physiques. Dans les deux cas de figure, les capacités physiques peuvent être identiques, mais on a une différence morale de taille, une différence morale importante. Le soldat, lui, est au service exclusif d'une hiérarchie. Voilà. Il se soumet aux ordres, il se soumet à la hiérarchie, il ne discute pas le bien fondé des ordres, il exécute. Voilà, il est totalement soumis. Donc ça, c'est le soldat. À l'autre bout du spectre, on a ce que j'appelle le guerrier traditionnel. Et lorsque l'on est français, il s'agit de se rappeler effectivement que l'origine de notre nom, c'est franc, et franc, ça veut dire homme libre. Ça fait référence, bien évidemment, aux guerriers germains qui, à l'origine, comme dans le monde scandinave, avaient effectivement la possibilité d'influer sur la politique, puisqu'ils avaient la capacité
de combattre, ils avaient les armes et ils avaient la possibilité, bien sûr, de suivre un chef ou pas, hein. Je rappelle que dans le monde scandinave, le guerrier, le viking, hein, le guerrier scandinave d'origine, donc germano-scandinave, est un homme libre qui participe, on va dire d'un point de vue démocratique avant l'heure, à, à son destin très activement, puisqu'il va participer à ce qu'on appelle le Ting, donc c'est l'assemblée des hommes libres, des combattants, et ils ont la capacité de suivre ou pas un leader, voilà. Et puis de mettre à son service leurs bras armés, ce qui n'est pas rien. Donc ça c'est ce que j'appelle le guerrier traditionnel. Et on a effectivement, encore une fois, un curseur qui va se déplacer entre le soldat totalement soumis à l'autorité et l'homme libre qui va décider en son âme et conscience s'il obéit ou pas. Alors, comme toujours, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, hein. Les guerriers, on va dire l'archétype du guerrier chevaleresque, eh bien, c'est bien évidemment la chevalerie médiévale, hein. Alors ça, c'est une chose. Le problème, c'est que l'idéal étant ce qu'il est, il se heurte toujours à la réalité. Je rappelle que au début du XIIIe siècle, donc en pleine période de chevaleresque, hein, c'est l'apogée finalement de l'ordre chevaleresque, on a quand même, lors des croisades, eh bien, la prise pas de Jérusalem, pardon, la prise de Constantinople. Donc Constantinople qui était quand même une ville chrétienne. Et les croisés, eh bien, voulant reprendre, bien évidemment, aux infidèles la ville sainte de Jérusalem, s'arrêtent en chemin, se retrouvent face à Constantinople et je ne sais pas ce qui se passe, ils ne résistent pas à la tentation. Voilà, 3 jours, évidemment, 3 jours d'exaction, de viol, de pillage, etc. Alors ils iront tous après expier leur faute, hein, bien sûr, mais ça, évidemment, le mal qui est fait, le mal est fait, hein. Même à l'époque, ça a créé de grands remous, hein, dans le monde chrétien. Voilà, donc l'idéal étant ce qu'il est, malheureusement, il se heurte parfois avec ces curseurs qui se déplacent, hein, entre la brute épaisse, l'idéal chevaleresque, le soldat complètement soumis aux ordres, ou le guerrier, on va dire, traditionnel, l'homme libre. Eh bien, voilà, on déplace ces curseurs. Donc, je vous invite vous-même à réfléchir à ça. On part du postulat, effectivement, qu'on est tous, quelque part, plus ou moins des guerriers et des guerrières, hein. Comme je le dis, l'incarnation, c'est une baston, hein, voilà. Donc, une fois qu'on est incarné dans la matière, on est quand même censé se battre, plus ou moins. Donc on part de ce postulat. Et ensuite, eh bien, voilà, qu'en est-il de ces fameux curseurs? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours intéressant. Est-ce que vous avez fait l'analyse par rapport à vous-même, à certaines situations? C'est toujours intéressant de savoir comment on se positionne dans l'absolu, comment on évolue, hein. On peut partir de la brute et aller vers le côté chevaleresque, ou inversement, hein, tout est possible, hein. Voilà, bah écoutez, sur ce, je suis curieux de vous lire. Allez, je vous dis à plus.